Le genre cinématographique du péplum tire son nom du latin peplum, lui-même emprunté au grec péplos, qui désigne une tunique féminine portée en particulier par la déesse Athéna. Ce terme péplum est utilisé surtout en France. Les Américains lui préfèrent l'expression sword and sandal epic, qui désigne elle aussi de toute manière des éléments vestimentaires censés symboliser l'Antiquité. Le péplum est donc un cas particulier de film historique à costume, dont l'action se situe pendant la période biblique, en Égypte, en Grèce ou à Rome. Il met en scène des mythes ou des histoires qui appartiennent à la culture gréco-romaine ou judéo-chrétienne, qui constituent les deux sources fondatrices de notre civilisation occidentale, mais sans souci principal de reconstitution archéologique. Le péplum est en effet un genre cinématographique populaire, qui a pour ambition de donner à voir de grands spectacles et de susciter des émotions fortes, par le recours aux registres épiques et merveilleux. Son histoire est totalement liée à celle du cinéma lui-même, puisque le premier film à l'antique, Néron essayant des poisons sur des esclaves, a été tourné en 1896 par les établissements des Frères Lumière. Très rapidement, les artisans de ce nouveau média ont compris quel parti ils pouvaient tirer de l'adaptation de best-sellers comme Quo Vadis, Les derniers jours de Pompéi ou Ben-Hur. Mais il a attiré aussi des créateurs visionnaires comme David Wark Griffith dans Intolérance, ou encore Cecil B. DeMille avec une première version des 10 commandements. Très rapidement aussi, le régime fasciste a compris quel parti idéologique il pouvait en tirer. Ainsi Mussolini a-t-il favorisé en Italie dans les années 30 une politique ambitieuse de mise en scène de la grandeur de l'Empire romain, avec en particulier le tournage de Scipion l'Africain dans les tout nouveaux studios de Cinecittà, la cité du cinéma. Inquadrature della città del cinema, che per la sua perfezione di impianti tecnici e di servizi e per l'imponente complesso di edifici e stabilimenti, fra cui 9 teatri, cosa perfettamente isolati dai rumori esterni, costituisce un modello del genere. Il capo del governo ha inaugurato i nuovi stabilimenti, luminosa affermazione dell'architettura e della tecnica italiana. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Cité du cinéma a été revitalisée par les capitaux américains, ce qui lui a valu le surnom de Hollywood sur Tibre. Et c'est alors qu'a commencé le véritable âge d'or du péplum. Pendant une petite quinzaine d'années, la production de péplum s'est répartie entre Hollywood et Cinecittà. Parmi les réalisations les plus connues et les plus fastueuses, on peut citer, entre beaucoup d'autres, Quo Vadis, Jules César, La Tunique qui lance le procédé du cinémascope, Les Gladiateurs, Les 10 commandements, Ben-Hur, Spartacus et Cléopâtre. Voici pour le réalisateur américain Cecil B. DeMille quelles sont les recettes basiques du péplum. Un beau héros bien musclé. Une belle héroïne, plus ou moins déshabillée, ou alors portant des costumes et des coiffures somptueux. Des actions spectaculaires,
et une course au gigantisme dans tous les domaines, décors et figurants. En 3 ans, 3 films sonnent le glas provisoire de ce type de production fastueuse. Cléopâtre de Mankiewicz, dont le budget pharaonique a failli couler la 20th Century Fox, La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, et La plus grande histoire jamais contée de George Stevens, qui subissent tous deux des échecs retentissants. Sans disparaître totalement, le film antique trouve alors d'autres voies. Une relecture très personnelle des mythes chrétiens ou grecs par Pier Paolo Pasolini, très loin du kitsch des péplums traditionnels. Ou au contraire une vision débridée et fantasmatique de l'Antiquité sous la caméra de Federico Fellini. Ou encore les adaptations plus classiques de Kakoyannis, des tragédies d'Euripide sur la guerre de Troie. On voit aussi prospérer une veine érotique qui se spécialise dans les délires orgiaques des premiers empereurs et de leurs épouses, Caligula, Claude et Messaline, ou Néron et Poppée. Et une veine parodique qui reprend les anciens codes du péplum, à commencer par ses affiches, mais pour les détourner d'une façon burlesque. Romanes eunt domus. People call Romanes, they go the house. It says Romans go home. No, it doesn't. What's Latin for Roman? Come on. Romanus? Goes like. Annus? Vocative plural of annus is. Annie? Romani. Eunt. What is eunt? Go. Conjugate the verb to go. Here, eo, is, it, imus, itis, eunt. So eunt is. Third person plural, present indicative. They go. But Romans go home is an order, so you must use the. Imperative. Which is. E. How many Romans? Plural, ite. Ite. Thomas. Nominative. Go home. This is motion towards, isn't it, boy? Dative. No, dative, not the dative. No. The accusative. Domum, sir. Domum. Except that Thomas takes the locative, sir. Which is. Domum. Understand? Yes, sir. Now,
write out 100 times. Yes, sir. Thank you, sir. Hail Caesar, sir. Hail Caesar. If it's not done by sunrise, I'll cut your balls off. Oh, thank you, sir. Thank you, sir. Hail Caesar and everything, sir. Oh. Finished. Right. Now don't do it again. Le retour du péplum sur les écrans est à mettre sur le compte de l'importance grandissante de la télévision, qui concurrence de plus en plus le cinéma en imposant d'autres codes de production et d'autres personnages, empruntés à l'univers de la bande dessinée ou de la littérature de fantasy et d'heroic fantasy. Des héros comme Hercule ou Conan le barbare permettent à d'anciens culturistes de se recycler, comme Arnold Schwarzenegger, couronné à maintes reprises Monsieur Univers et Monsieur Olympia. Chez les femmes, la série Xena, la princesse guerrière, remporte elle aussi un joli succès, dans des épisodes mêlant mythologie et merveilleux, où la réalité historique passe nettement au second plan. À l'extrême fin du XXe siècle, la puissance économique du cinéma hollywoodien, habitué aux blockbusters démesurés, trouve dans le développement des effets spéciaux numériques l'occasion d'explorer à nouveau la période antique, mais avec cette fois le souci de privilégier l'hyperréalisme, ce qui ne signifie pas pour autant que le réalisme archéologique et historique y trouve toujours son compte. En 1999, le succès de Gladiator, de Ridley Scott, marque une étape essentielle dans la résurrection du péplum, et vaut à l'acteur néo-zélandais Russell Crowe ses galons de star hollywoodienne. Remove your helmet and tell me your name. My name is Gladiator. Father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. They said you were a giant. I shall cheer for you. At my signal, unleash hell. Am I not merciful? What we do in life echoes in eternity. Le succès inattendu de Gladiator donne alors le signal d'une suite de péplums d'inégale qualité, mais tous remarquables par leurs effets spéciaux. Troie, Alexandre, le choc des titans, et un curieux représentant de Gore Fantasy 300, puis 300 la naissance d'un empire, qui n'ont qu'un lointain rapport avec l'histoire de Sparte et l'épisode du défilé des Thermopyles. D'autres films, au contraire, sont plus sérieux, comme La Dernière Légion, qui tente de retrouver les sources historiques de la légende arthurienne. D'autres réécrivent les grands classiques des péplums bibliques, comme les spectaculaires Noé ou Exodus. Et il faut enfin signaler le remarquable film espagnol Agora, qui, sous couleur de reconstitution en images de synthèse d'Alexandrie au IVe siècle après Jésus-Christ, règle surtout ses comptes avec le fanatisme religieux. Dans le même temps, à l'inverse de ces films qui tirent souvent prétexte du péplum pour parler du temps présent, la télévision joue la carte de réalisation bien plus soucieuse d'une reconstitution scrupuleuse du passé.
Elles peuvent se classer en deux groupes. D'abord celui des docu-fictions, qui alternent intervention de spécialistes et reconstitution plus ou moins réussie, souvent en images de synthèse. Un exemple particulièrement remarquable de ce type de réalisation est Le Destin de Rome, qui prend le risque de faire parler ses acteurs en latin et en grec. Dans le groupe des séries, souvent coproduites pour obtenir des financements plus conséquents, l'exemple le plus abouti est la série Rome, qui propose de la fin de la période républicaine une image très réaliste, centrée autour de l'histoire de deux légionnaires romains authentiques, au cœur de la grande histoire. Et reprenant les ingrédients qui ont fait le succès du péplum historique, le sexe, la violence, et les conflits liés à la lutte pour le pouvoir. Toutes problématiques universelles, et donc susceptibles d'être réactualisées en permanence. On voit que le péplum n'a pas pour ambition première de satisfaire les historiens de l'Antiquité, mais plutôt de proposer à des publics très larges des histoires spectaculaires, souvent manichéennes et anachroniques, qui les divertissent et permettent de substantielles rentrées financières en cas de succès, puisque le cinéma est avant tout une industrie, mais qui puissent aussi faire réfléchir les spectateurs à leur propre époque, puisque la plasticité du genre, avec ses thèmes universels, lui permet d'être le reflet des préoccupations contemporaines. Longtemps considéré comme un sous-genre, le péplum appartient donc de plein droit à l'univers cinématographique, par sa capacité à associer les incontournables contraintes économiques à de véritables préoccupations esthétiques et idéologiques, ce qui explique que, tel un phénix, il soit appelé à renaître périodiquement de ses cendres.